Bonjour à tous. Salut tout le monde. Présentement à Bali. On va introduire à pas notre conférencier, mais notre personne qu'on veut partager avec vous. C'est vraiment important de voir, ça vient vraiment en parallèle avec la page Sauvons les océans. Une rencontre qu'on a faite avec Vincent Chalias. Exact. Je suis partenaire avec Ocean Gardener. Ouais. Exactement. Le créateur d'une organisation là, à but non lucratif qui aide justement à la restauration des récifs. Fait beaucoup d'instruction, de sensibilisation, fait une formation sur les coraux, la restauration de récifs. Vous devriez peut-être tu parlais un peu de Ocean Gardener? Oui, voilà, Ocean Gardener, l'idée c'est que pendant des années, on a utilisé la peur pour sensibiliser les gens. Je pense que ça marche pas, quoi. Les gens se sont habitués à être effrayés. Et donc on a choisi une différente approche. On pense que les gens protègent les choses qu'ils connaissent. Donc je pense qu'au niveau des coraux, c'est principalement un manque d'éducation le problème. Donc on a choisi de jouer là-dessus et d'éduquer les gens. Donc on reçoit des gens, on a différents programmes. Ici c'est une ferme de corail qui à la base sert pour les aquariums, mais on l'utilise comme outil d'éducation. Donc les gens viennent ici, ils reçoivent un cours basique sur la biologie des coraux, les différentes espèces, et après on les prend sur la ferme. Ils peuvent toucher, on leur montre comment on coupe les coraux, comment on plante les coraux, à quelle vitesse ça pousse, on leur fait sentir. Et après donc il y a les coraux qu'on a plantés il y a plus d'une quinzaine d'années et qu'on continue à planter sur le récif ici. Donc on les amène visiter un peu notre jardin de coraux. Et voir la différence entre les coraux réservés à l'aquariophilie et les coraux utiles pour la restauration de récifs. Et voilà, on leur fait participer, on leur montre les différentes techniques qu'on utilise pour coller les coraux sur les récifs. C'est parfait. Puis ici, elle a combien de temps justement cette ferme-là? Avec quel âge? Cette ferme-là, je pense qu'on l'a depuis 2003, si mes souvenirs sont bons. Donc ça fait 17 ans à peu près qu'on a cette ferme-là. Donc bon, elle est passée parmi les différentes étapes, quoi. On a dû changer plusieurs fois la configuration de la ferme en fonction de l'évolution du village. Donc voilà, donc on travaille avec une coopérative de pêcheurs. Et donc c'est la coopérative de pêcheurs qui est rémunérée ici. Okay. Puis concrètement, c'est quoi tu cultives dans cette ferme-là? Donc ici on fait principalement de l'acropora, parce que c'est une ferme qui est dans un lagon fermé. Il doit y avoir 5 mètres de profondeur à marée haute et il y a 1 mètre de profondeur à marée basse. Donc voilà, le site se prête bien à plus d'acropora. Donc on fait principalement de l'acropora, on fait du Crocodilopora, on fait du symphilia, on fait de la Prominaria. Après on faisait des coraux mous à l'époque, mais on a arrêté parce que ça ne rapportait rien. Le prix n'était pas assez intéressant. Le marché, les gens ne voulaient pas acheter ou... Non, ils voulaient acheter, mais à 1, 2 dollars ou 3 dollars, ça ne valait pas le coup de travailler. Parce qu'en fait, les coraux mous, le problème c'est que ça pousse finalement pas si vite que ça. Ça prend plus de temps. Ici, il y a du courant, il y a des vagues, donc ils sont quand même assez denses. Et pour les fixer, c'est plus compliqué de l'acropora. Ouais, donc au final, ça demande plus de travail pour moins de rémunération. Ouais. Donc ça n'a pas vraiment motivé les gens. Pourtant, il y a énormément de coraux mous ici qui poussent, il y a du courant, il y a des vagues. C'est un biotope particulièrement adapté aux coraux mous. À cause du lagon. À cause du lagon et à cause du courant et des vagues. Ouais, c'est ça. Donc voilà quoi. Là où les coraux durs cassent, quand il y a trop de courant ou trop de vagues, les coraux mous, ils s'étirent aussi, ils résistent à ça, quoi. Pas plus flexible. Voilà. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, quand on est allé faire un petit tour de snorkeling, il y avait quand même pas mal de grosses colonies. Effectivement, on avait des gros sarcophytons. C'est quoi les plus gros, justement, les plus grosses espèces qu'on peut avoir ici? C'est sarcophyton, logophyton, simularia, il y a quelques neptea, il y a quelques capnella, il y a quelques xénia, il y a quelques... c'est principalement les espèces qui existent. Dans la maison, pour que vous compreniez bien, ici c'est vraiment une ferme d'aquaculture. Donc à Vincent, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le domaine, spécialisé dans l'aquaculture. C'est-à-dire que là, on vient d'aller plonger sur un site qui appartient à Vincent. Il y a des tables, on appelle des tables, c'est des grosses tables en métal où on vient mettre les colonies mères d'acropora. Et tout ce qui vient d'énumérer précédemment.
Fait que c'est vraiment sensiblement là, de l'aquaculture. Fait qu'à chaque coraux qui émerge, on a des étiquettes qui confirment l'heure, le mois en fait, de la capture des coraux. C'est vraiment très bien ce qui a été prélevé puis c'est régularisé. Fait que c'est pas des coraux vraiment pas là, qui viennent du wild qu'on appelle directement des récifs, c'est vraiment de l'aquaculture. C'est vraiment là ce que Vincent se spécialise. Je pense qu'il y a au-dessus de 12 fermes à travers l'Indo, à travers Bali spécifiquement. Fait que c'est vraiment là, de l'aquaculture qu'on comprenne bien à la maison. Tout est exact. Ouais, Parfait. c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est d'arrêter la collection sauvage Exactement. et tout ce qui est facilement productible par des gens locaux avec des techniques simples. Les employer et leur donner du boulot et leur faire produire les coraux au lieu de les collecter dans le monde naturel. C'est l'idée. Y a-tu une espèce en particulier que tu spécialises ici, à part, mettons, dans les aquaporas, y a-tu une espèce en particulière que... Après, c'est toujours les espèces qui sont spécifiques au site. Donc ici, il y a beaucoup de Brotinoides, de Robusta. Donc ça, c'est des espèces qui vont bien ici parce qu'on les trouve ici. Mais après, il y a d'autres espèces qu'on a introduites. Les ténuis vont bien, les Acintus vont bien ici. Mais bon, les Millelepora vont moins bien. Donc bon, il n'y a pas tout qui marche, mais il y a quand même une grosse variété d'aquaporas. Dépendamment On fait des beaucoup de courants. Mycocados aussi ici. On faisait de l'efflorescence à l'époque. Voilà, c'est des espèces locales, endémiques, spécifiques à ce site-là. À ce site-ci de l'île. Parlant justement de ça, on a parlé que tu avais d'autres fermes. Ils se situent à peu près par rapport à l'île, par rapport à d'autres îles. Tu me parlais à peu près, c'est quoi l'étalement? Bali, c'est une île qui fait en gros 120 km par 80 km. Et à chaque coin, chaque côte est différente. Donc, là, ici, on est sur la côte est. On est dans le détroit de Lombok, donc entre Lombok et Bali, il y a énormément de courants qui passent à l'intérieur. On a beaucoup d'upwelling, c'est des zones d'eau froide, c'est des courants d'eau froide qui remontent du fond. Et donc c'est un environnement particulier. Si on va sur la côte nord de Bali, l'eau va être plus chaude, moins de courants, moins de vagues. On va plus travailler avec des espèces d'eau plus calme et de baies protégées, d'eau plus turbide, etc., etc. Donc voilà, par exemple les Millelepora, Ténuis, Formosa, ça va être au nord de Bali, alors qu'ici on va plus être dans des espèces un peu plus robustes, donc Robusta, Brotinoides, un peu plus massives, un peu plus solides, qui vont résister un peu plus au courant. Est-ce que je me trompe? J'ai vu des Humilis. Il y a du Humilis. Il y a du Humilis aussi. Ouais. Hein. C'est des espèces d'aquaporas qui sont très gros, très massifs. C'est une des raisons pour laquelle ils s'adaptent bien ici, j'imagine. Donc pour pouvoir offrir l'éventail complet d'espèces, ça prend plusieurs fermes. on est obligé d'avoir des espèces dans des environnements différents, on a des profondeurs différentes, pour pouvoir tout cultiver. C'est une des raisons pour laquelle c'est difficile en aquarium d'avoir toutes les espèces aussi, d'avoir des SPS, des LPS, d'avoir des coraux mous. Ça fait pas vraiment un sens pour ces coraux-là d'être tous réunis ensemble. Plusieurs facteurs, apparemment physico-chimiques, le brassage, l'éclairage, il y a plein de choses qui viennent. C'est vraiment dénaturé ce qu'en nature, parce qu'en nature, c'est vraiment du spécifique. Là. Bon, en aquarium, on est capable de contrôler les choses, des facteurs qu'ici, en eau, c'est naturel. Hein, c'est la nature. Faire avec. Faut faire avec, c'est ça exactement. Pour les gens à la maison qui sont un peu moins habitués avec les noms scientifiques, on va mettre les photos vraiment des coraux, ce que Vincent et Yann parlaient. Vous allez bien voir là, la différence, vraiment ce qu'on cultive ici sur cette ferme-là. C'est des coraux très massifs, des acroporas qui sont beaucoup plus gros, plus squelettes plus denses. Exact. Dans tes autres fermes, tu as des espèces vraiment, comme on disait, plus spécialisées pour ces types de courants-là. Y a-tu un corail qui est typique d'Indonésie, parce qu'il y a nulle part ailleurs au monde qu'on peut trouver, qui est très en... Le truc, c'est que l'Indonésie, donc ça fait partie du triangle de diversité corallien. Donc c'est la plus haute diversité au monde des coraux. Donc il y a pas mal d'espèces qui sont endémiques. On trouve qu'ici, à Bali, Suarsonoy par exemple, Acropora suarsonoy, C'est un deepwater. qui est un deepwater qu'on cultive au nord de Bali et sur Java, qui est endémique aux îles l'est de Java, Bali, Lombok, Sumba jusqu'à Sumbawa. Donc c'est vraiment endémique à cet endroit-là. Ici par exemple, en dehors du récif, on trouve pas mal d'efflorescences. On trouve des sous-carnoïs, on trouve des espèces un peu massives. Et donc efflorescence, on le trouve sur toute la côte sud de ces îles-là. Donc c'est pareil, c'est une espèce qui est assez endémique à cet endroit-là. Après il y a plein d'autres variétés.
il y a plein d'autres variétés qui sont spécifiques en Indonésie. Je crois c'est surtout dans la diversité, quoi. C'est-à-dire qu'en Australie, on va trouver du Millipora par exemple, mais on ne va jamais trouver la diversité qu'on a ici. On va trouver du Tenuis en Australie, mais ça va pas être, on va pas avoir l'éventail de coloration qu'on peut trouver, la diversité de coloration qu'on peut trouver ici, quoi. Et en plus, il y a tout un tas d'espèces qu'on trouve ici et qu'on ne trouvera pas en Indonésie. Alors, c'est toujours ce que je dis quand je donne mes cours, c'est qu'à Tahiti, par exemple, plus on s'éloigne de ce centre de diversité, moins il y a d'espèces. Ça ne veut pas dire qu'à Tahiti, il n'y a pas de corail. Sauf que sur une pente récifale à Tahiti, ça va être une dizaine d'espèces qui vont composer la niche corallienne, alors qu'ici, en Indonésie, il n'y a pas d'espèces qui arrivent à dominer. On trouve pas, c'est rare de trouver on trouve des vieilles colonies qui sont assez grandes, mais elles n'arrivent jamais à dominer tout un récif. Et c'est toujours un mélange de plein d'espèces différentes parce que la compétition est intense à cause d'une grosse diversité. Donc vous allez à Hawaï, c'est la même espèce qui couvre les kilomètres carrés de récif. Vous allez à Tahiti, c'est la même espèce qui couvre des kilomètres carrés de récif. Ici, c'est assez rare ce genre de conditions. C'est très varié au niveau d'espèces. Y a-tu un courant dans l'eau qui fait que justement ici, ça amène des espèces qui peuvent être un petit peu plus répandues ou qui s'est fait vraiment on va dire la typicalité de cet endroit-là? Après, je pourrais vous montrer quelques slides, mais bon, Indonesian True Flow, donc il y a les alizés au niveau du centre du Pacifique qui soufflent vers l'ouest, et donc ça crée une masse d'eau en fait entre les Philippines et l'Indonésie. Et ça crée une masse d'eau, et donc il y a l'océan Pacifique qui se déverse dans l'océan Indien, et qui traverse toute l'Indonésie. À tel point qu'entre le Pacifique au nord de l'Indonésie et l'océan Indien au sud de l'Indonésie, juste là, il y a à peu près un pied de différence au niveau de l'eau. Donc toutes les îles, donc Java, Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, toutes les îles de la sonde, en fait elles fonctionnent comme un barrage. Elles empêchent cette eau du Pacifique de se déverser dans l'océan Indien et ça crée un courant très intense qui passe juste là, juste en dehors ici. Et donc vous avez toutes les larves qui sont produites dans l'Indonésie. De spawning. Voilà, de spawning de coraux, de poissons, qui passent par ici. Elles prennent le courant et passent par ici. Alors ici, on a en plus un phénomène particulier, on a les upwelling. Donc au niveau de l'océan Indien, il y a des courants d'eau froide et profonds qui remontent les sels minéraux. Donc d'un côté, vous avez les larves qui viennent du nord, de l'autre côté, vous avez l'eau froide et les minéraux qui viennent du sud. Ça se rencontre ici, et bon, 2 fois par an, on a des blooms d'algues, on a des baleines, on a des raies, c'est ici qu'on trouve les mola mola, les sunfish ici. L'année dernière, on a eu un tiger shark. Ici, voilà, ça crée, c'est un environnement qui est assez particulier. Un biotope particulier. Ouais. Biotope. Super intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Justement, je pense que tu engages beaucoup de pêcheurs locaux pour t'aider dans tes fermes. C'est l'idée. Donc à chaque ferme, il y a ses spécificités. Donc sur Bali, chez les hindous, ils sont organisés de façon méticuleuse depuis des millénaires pour la distribution d'eau à travers les rizières, pour la religion. Donc il y a toujours une organisation au sein des villages qui gère l'emploi des villages. Donc ici on travaille avec une coopérative de pêcheurs, alors ça ne veut pas dire qu'ils font exclusivement de la culture de corail. C'est une zone touristique, donc ils envoient, ils transportent des gens, des touristes pour aller plonger sur les îles aux alentours. Quand c'est la saison des maquereaux, du maï-maï, du thon, ils partent et ils pêchent. Et puis le reste de l'année, ils s'occupent des coraux et ils font fonctionner la ferme. Bref, ça les emploie, dans leur temps libre, ça les emploie tout le temps. Là. Non seulement ça les emploie, et puis vous savez, après c'est des gens qui vivent au jour le jour, donc il faut qu'il y ait à manger sur leur table tous les jours. Donc c'est ça leur préoccupation, c'est de mettre à manger sur leur table. Le fait de voir que le corail est une ressource, qu'on peut le vendre vivant, que des gens viennent jusqu'ici pour apprendre sur les coraux, eux ça leur donne une vision différente du corail, du coup ça leur fait respecter le corail. Pendant des années, ils pêchaient ici sur les récifs, ça ne les dérangeait pas de détruire 1 mètre carré de récif pour sortir un poisson, une murène ou un poulpe ou une tortue ou quoi que ce soit. Donc pour eux c'était de la pierre et le fait de pouvoir en vivre et de voir et de le cultiver, ça les éduque aussi sur le corail. Et ça... C'est ça, ils vont transmettre ça aussi, c'est ça qui est important. C'est tellement important le récif
dans la protection justement de tout le littoral. Le récif est important pour l'île aussi, pour l'érosion, pour tout plein de choses. C'est carrément un mur de béton vivant qui empêche les vagues de tout lessiver la plage, puis de lessiver les hôtels. La plage, en fait, ce qui s'est passé sur cette plage ici, quoi, c'est que pour construire les hôtels, ils ont ramassé toutes les pierres vivantes qui étaient dans le lagon. Et donc ils ont construit leur hôtel. Et puis une fois qu'ils ont ramassé toutes les plages, eh ben, voilà, toutes les plages ont disparu. Quoi. Une station balnéaire sans plage, c'est pas une station balnéaire. C'est pas une station balnéaire. Donc en fait, voilà quoi. Ils ont ramassé toutes les pierres de corail pour construire des hôtels et en même temps, ben voilà, c'est ça qui a détruit. Donc c'est Japanese Corporation Agency qui a construit des digues pour protéger l'érosion. En fait, j'aurais pu vous montrer une ou deux digues. Vous allez voir derrière les digues, il y a un mur de corail. Donc on aurait pu créer des murs de coraux en fait pour protéger la plage. On connaît, je vais changer de registre, on connaît beaucoup le passé de ce qui s'est passé. On parle du Coral Band, tout ça. Qu'est-ce qui nous attend en Indonésie dans le futur? Est-ce qu'on a des idées de qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que l'aquaculture, c'est quoi l'avenir de l'aquaculture en Indonésie? Donc moi je pense que l'aquaculture en Indonésie a un avenir brillant sur au moins les 20 prochaines années. Après, si on ne s'occupe pas de nos océans, peut-être qu'un jour il sera plus possible de faire de la culture de corail en mer, mais on la fera à terre. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour la mariculture de corail en Indonésie. Voilà. Il faut juste vérifier et faire en sorte que ce soit fait correctement. Si les gens suivent les réglementations, il n'y aura pas de problème. Si les gens commencent à tricher, on va avoir des problèmes. C'est une des raisons pour laquelle, tu sais, faut pas tomber dans le débat. Le Coral Band, c'est un des problèmes, c'est que les gens faisaient n'importe quoi, ils respectaient pas les quotas. C'est tentant devant autant de coraux, autant de diversité, de vouloir en prendre plus. Parce que la demande mondiale est forte, puis les gens, à la part du gain, ça vient rapide. Là, on le voit beaucoup en Amérique du Nord, c'est comme la course à aller chercher le plus beau coraux. Mais en parlant ici avec le monde qui ont de l'expérience, comme Vincent un peu, on voit qu'il y a beaucoup de ces coraux-là qui sont illégaux à pêcher. C'est vraiment ça l'essence de notre voyage, c'est de venir rencontrer le monde, qu'on approche éco-responsable, parce qu'on va avoir des coraux un peu plus longs. C'est très facile d'avoir le plus beau coraux et aller chercher les belles pièces, mais on se rend compte que beaucoup de ces pièces-là, que c'est illégal à avoir. C'est vraiment important pour nous, les deux magasins, Reef Origin et Reef Max, d'avoir une approche, d'avoir des éco-responsables. On a eu peur à un moment donné, c'est sûr que c'est alarmant quand on voit ce qui se passe dans les changements climatiques, tout ça. On investit dans un magasin où les gens disent qu'il y a une date limite aux récifs coralliens. On a une espérance de vie, les récifs coralliens ne sont pas supposés en avoir un. Ça fait des milliers d'années qu'ils sont là, fait qu'ils sont supposés être capables de se régénérer avec les océans qui se réchauffent, l'acidification et tout le tralala, toute la soupe de changement climatique, de problématiques. À un moment donné, on vient qu'on a peur. Mais tomber dans des gens qui ont la même mentalité que nous autres, qui vont aller vers une méthode qui est éco-responsable, une pêche qui est durable, je pense que c'est la raison pour laquelle on est là, puis c'est la raison pour laquelle on veut venir voir les fermes, on veut venir voir les fournisseurs, les gens qui sont prêts à avoir la même mentalité que nous autres. Sans ça, il n'y a pas d'avenir dans notre vie. Fait qu'il faut vraiment encourager ce genre de commerce-là, puis ce genre d'aquaculture-là avec des gens qui sont compétents, avec des gens qui sont conscients que l'avenir est juste assuré si on respecte les règles finalement. Oui, exactement. Puis il ne faut pas oublier qu'au final, 2 ans sans pouvoir exporter, c'est surtout les pêcheurs locaux, c'est surtout les locaux qui ont payé quoi, et qui ont souffert. Donc tout ça parce qu'il y a quelques personnes qui ont voulu leur ego, voulaient qu'ils aient le plus beau corail du monde, leur ego voulait avoir des coraux pas chers. Et voilà, et donc on en est arrivé là. Donc, le corail, c'est une valeur. Travailler en mer, c'est pas facile. Il faut attendre que les conditions soient. Alors nous, on vient parce qu'on sait lire les bulletins météo, on sait lire les horaires de marée, on sait lire tout ça. Donc on sait quand est-ce qu'on va venir et qu'on aura des conditions satisfaisantes. Mais des fois, on est obligé de venir quand les conditions ne sont pas satisfaisantes et ça devient un travail très très délicat, quoi. Et ça, il faut le respecter. Et c'est pas évident de travailler en mer. Et souvent, les gens qui achètent des coraux, ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Non, exactement. Ce qu'on voit sur les photos, là, ça a l'air super beau, mais Vincent nous expliquait au loin, il peut y avoir des courants qui te ramènent vers le bas, des contre-courants, des whirlpools qui appellent, des espèces de courants là, en rond. La mer est belle quand on la regarde de l'horizon, mais c'est vraiment technique de pouvoir aller
plonger pour les coraux. C'est vraiment très, exigeant. très exigeant physiquement de plonger. On ne peut pas plonger n'importe quand. Il faut suivre, comme il disait, les marées. Il faut savoir lire une carte de marée. Il faut savoir une table de marée, excusez. Les météos. Si tu t'aventures ici, c'est un lagon, c'est protégé, mais il y a des endroits que c'est vraiment plus compliqué que ça. Il y a des endroits que c'est très profond. Bref, c'est... Même dans le lagon ici, Ah oui. des fois on demande à des gens qui n'ont pas d'expérience juste d'attacher un corail avec un câble taille. Donc il suffit de faire passer le bout de plastique dans la boucle et de tirer dessus. Ça paraît bête. Ah non, c'est vraiment pas Mais évident. il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Une fois qu'ils sont dans l'eau, même à 1 mètre de profondeur, ça bouge, ils n'y arrivent pas. Ça bouge, il y a de l'eau qui rentre dans le tuba, il y a de l'eau qui rentre dans le masque. On nage pas de panne parce qu'on va accrocher les coraux, fait que c'est pas une option. Fait que bref, il y a beaucoup de facteurs halieutiques qui viennent jouer vraiment sur la facilité ou la difficulté plutôt du Là, travail. c'est un site qui est facile à travailler. En plus. Puis on a eu des petites contraintes, là, surtout moi de mon masque, mon tuba, mais ça c'est peut-être la qualité de mon équipement qui laisse un peu à désirer. Ou peut-être que j'ai un visage particulier qui fait ça, mais c'est pas évident. C'est la base déjà, avoir un équipement. Exactement. Quelqu'un qui veut faire ça, sérieusement, ça prend de l'expérience. Ça prend des gens qui sont capables de le faire. Physiquement, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. On l'a vécu ici, on l'a vécu en Australie. Ça houle, ça frappe le soleil à un moment donné. Il y a plein de facteurs qui viennent épuiser le corps humain. Fait qu'à un moment donné, ça devient difficile en mer de travailler. Puis d'être précis dans les exécutions. Les coraux, il y a plusieurs affaires aussi. Ça prend des connaissances. Il ne faut pas juste mettre ça comme ça sans réfléchir. Là. Il y a une logique derrière le placement des tables, derrière le. Tu sais, comme il expliquait, là, on est dans un endroit spécifique. Il y a des coraux spécifiques qui m'ont poussé ici. Fait que ça prend vraiment des connaissances et la forme physique. Fait que ça fait beaucoup de choses. Juste pour. Beaucoup d'essais et d'erreurs aussi. Et effectivement, ben, d'où l'expérience. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle tu excelles là-dedans. Et c'est Parce une que des j'ai fait raisons. les erreurs. Et oui. Ouais. On a toutes fait des erreurs là-dedans. Hein. Puis c'est une des choses qui est importante justement dans la choréophilie en général. C'est qu'on est là avec notre expérience pour éduquer les gens et pour les aider à s'accomplir. Quand on dit ça ne fonctionnera pas, parce qu'on l'a déjà essayé, ça ne fonctionnera pas. Lui, il y a des espèces qu'il ne mettra jamais ici, ça ne sert à rien. Il va juste les faire crever. Là. À un moment donné, il faut vraiment cibler, faut aller chercher ce qui est possible de faire. Puis quand c'est impossible, on ne s'aventure pas où on va se créer soit un autre aquarium ou on va aller dans un autre endroit de l'île ou du monde pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Moi, je terminerai ça. Ça fait quand même assez longtemps. Les Gardez algues. votre attention. Les algues aussi. Oui, on algues, a pris des photos. Il y a beaucoup de maintenance, il y a beaucoup d'algues. Alors ici, malheureusement, on a quand même pas mal d'hôtels qui n'ont pas des systèmes d'épuration de l'eau très efficaces. Donc il y a beaucoup de rejets qui sont engendrés par le tourisme, par les hôtels. C'est excessivement des déchets organiques, j'imagine. Exactement. Et donc ça fait pousser les algues. Et nous, c'est notre ennemi. Donc voilà, on passe du temps à enlever à chaque fois qu'on vient là. On nettoie 1 mètre carré ou 2 mètres carrés. On mettra, je pense qu'il y a un lien. Tu as fait un article pour Rebuilder là-dessus. Oui, il y a une algue ici qui imite les acroporas. C'est à s'y méprendre. C'est pareil comme un acropora. Quand on s'approche, quand on la tient, surtout dans nos mains, c'est bien sûr, il n'y a pas de calcaire à l'intérieur, il n'y a pas de squelette. Tout. Fait que bref, mais c'est particulier. Il a fait un petit article là-dessus, je pense qu'on va prendre le temps de le partager. C'est Reef Builders ou Reef Divers. On va le trouver. Le gars, il est big, il fait des... C'est bien. C'est ça. Avais-tu un autre petit truc que tu voudrais ajouter? On a fait un beau petit topo. Ouais, la chose que je voudrais rajouter et rappeler aux gens, c'est que la façon dont vous avez eu des coraux il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, Ah oui. c'est terminé. Voilà. Maintenant, les choses sont compliquées ici, on doit faire les choses correctement, tout le monde doit play by the rules. Et donc, voilà, c'est fini, c'est plus comme avant, il n'y en aura plus autant, il n'y en aura plus au prix qu'il y avait avant. Maintenant, il va falloir se concentrer sur de la qualité et sur du travail fait correctement. Ben, je pense qu'une des choses qui est importante de retenir après le Coral Band, une leçon à retenir, c'est
respecter les règles. Ouais. Si on ne respecte pas les règles, On va là, tourner en arrière. il y a plusieurs fournisseurs qui ne respectent pas les règles, des exportateurs qui ne respectent pas les règles. On expliquait, il y a des quotas à respecter. C'est facile que quand tu as 5 à Cantophilia, puis il y en a 5000, c'est facile de vouloir en prendre plein puis de se dire que ça va bien aller. De toute façon, il y en a plein, mais la réalité, c'est que si on continue à faire ça comme ça, il n'y en aura plus de coraux. Fait que c'est ça, comme je vous ai dit, en terminant, on va commencer à remercier Vincent. C'est quelqu'un qui est super occupé. Il y a beaucoup de fermes, tout. On a été super chanceux qu'il puisse nous amener à une de ses fermes. Fait que je voulais te remercier, Vincent, en personne. Merci. Super apprécié. Merci, Vincent. Tout l'ensemble de l'œuvre. Merci, Sa Vincent. passion, Merci. sa passion pour les coraux, ça nous touche, j'en ai des frissons. Tu sais, on est vraiment passionnés, on n'est pas là. On n'est pas là pour faire du marketing, on est là pour le plaisir, pour la passion. Yes. Présenter aux gens la complexité derrière un corail parce que c'est facile d'arriver en magasin et de dire moi je vais te prendre lui, peux-tu me faire un prix? Ben non, on peut pas, parce qu'il y a derrière ça, il y a une équipe de travail, il y a tout ce qui expliquait l'expertise, ça coûte cher, toutes ces choses-là, toutes ces différentes étapes-là pour aboutir à arriver finalement à l'aquarium. Ça finit par être beaucoup d'étapes. Il y a tout un travail qui est maintenant nécessaire pour arriver à exporter. C'est-à-dire Exactement, le que côté maintenant, il faut législatif. tout le temps se justifier. Il faut montrer aux différents gouvernements que la culture de corail, c'est quelque chose qui est bénéfique pour l'environnement, qu'on peut participer à la restauration des récifs, qu'on peut participer à la conservation des récifs, qu'on est un acteur pleinement actif de la préservation des écosystèmes coralliens. Vous allez être au premier Et donc, plan. voilà, on en est au premier plan et donc voilà, donc nous on doit s'investir dans ce travail-là et malheureusement la seule façon de financer cela c'est grâce à la vente de coraux pour l'aquariophilie. Voilà. Donc il faut être actif et il faut accepter que une part de ce que vous payez pour les coraux, ça part pour la bonne cause. Fait que l'importateur a une part, le magasin communautaire a une part, puis le client vous invite à questionner la provenance des coraux. Ça va vraiment aider. Il y a beaucoup de passe-passe qui se fait. Fait que questionnez vraiment ce que vous achetez les coraux. Ils vont peut-être pas vous dire la vérité, ou au moins ayez le réflexe de demander la provenance. Nous autres, on va s'assurer de travailler dans nos magasins pour apporter justement l'approche éco-responsable. Exact. Nous, on a 10% de tout ce qu'on produit qui doit être utilisé pour la restauration de récifs. Donc, pendant des années et des années, on a été feignants et on a donné les coraux à différentes ONG. Ça ne nous a pas vraiment servi. Donc maintenant, on est obligé de faire ce travail-là. Donc 10% de tout ce qu'on produit, on est obligé d'aller le replanter en mer. Et replanter du corail en mer, c'est compliqué, ça coûte cher. Ça coûte cher, puis c'est difficile, plein de facteurs. Malheureusement, maintenant, on est obligé de le documenter tout le temps. Donc on est obligé de restaurer un récif et de revenir tous les mois, après tous les 2 mois, tous les 6 mois, pendant des années et des années et des années, pour pouvoir documenter le travail qu'on a fait. Et prouver que c'est efficace et se servir de ce matériel-là pour négocier avec le gouvernement qui nous aide plutôt qu'il nous ferme. Exactement. Rester positif, voir de l'avant aussi, puis pas se mettre à dos justement les gens du gouvernement. C'est la pire chose qu'ils peuvent faire ici. Ça va finir avec des œillères puis complètement plus une vision avec l'avenir des Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a gagné une bataille, on n'a pas gagné la guerre. Exactement. Donc il y a encore un long combat à mener. Je pense que c'est un beau fin mot d'histoire. Tous ensemble, on va travailler. On va travailler ensemble. D'aider ici. Fait que, merci beaucoup. Ouais. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Appréciez la vue. Ouais. Merci Vincent. Bien apprécié. Content. Merci Vincent. Toujours bien sympathique.